Peut-être Thomas, on peut commencer à nous En- présenter. pendant ce temps-là, oui, Ouais, absolument. voilà. Comme ça, on laisse pas le blanc. Écoutez, moi, je suis Thomas Sagné. Je suis patient ressources en hémophilie, atteint d'hémophilie moi-même. Et donc, je travaille au sein du pôle de ressources où je m'occupe du partenariat en santé. Et en particulier, en ce moment, j'ai une mission auprès de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Voilà. Et donc, moi, je suis André Limbourg. Je suis donc également chef de projet au pôle de ressources ETP et patient partenaire en diabétologie. Et, euh, et donc, au pôle, je travaille en particulier sur des questions aussi de coopération en santé entre professionnels de santé et patients. Voilà, le pôle de ressources éducation thérapeutique est un pôle qui a été fondé en 2013 et qui vise à développer l'éducation thérapeutique en ville et la coopération entre patients et professionnels de santé. C'est bien pour ça d'ailleurs que le travail qui a pu être mis en place a fait que le pôle a été, j'allais dire, en particulièrement présent, j'allais dire, pour réfléchir, a été particulièrement, j'allais dire, a pu réfléchir fondamentalement autour de l'éducation thérapeutique et puis ensuite, plus largement dans tout projet de santé, comment on pouvait améliorer, développer le partenariat entre patients et professionnels de santé. Le pôle mène beaucoup d'actions. On vous invite évidemment à aller sur le site du pôle de ressources éducation thérapeutique pour voir l'ensemble de nos activités. Vous verrez, il y a des webinaires, il y a des formations, euh, euh, Des des, ateliers. des ateliers pratiques, etc. Voilà. Alors, on peut peut-être hop, Est-ce que vous voyez bien la présentation comme il faut maintenant? C'est bon? Super. Du coup, Thomas, est-ce que tu veux... oui, peut-être oui, sur la première slide, effectivement. passer- Est-ce que vous voyez bien Merde, c'est pas mon casque. On va vous demander de couper vos micros si c'était possible. Voilà. Eh bien, donc, l'objectif de ce webinaire, il faut Non, avant. Celle d'avant, Olivier. oui, il veut pas, Thomas. Alors, dans ces cas-là, c'est peut-être moi qui vais partager et puis on va se débrouiller comme ça. Oui, c'est bon, c'est bon. Bon. Donc, l'objectif de ces webinaires, bah, c'est voilà, le partenariat, y penser et comment faire. Alors, d'abord, on va essayer de travailler sur le partenariat, de quoi parle-t-on? On va commencer d'ailleurs par un point essentiel qui est à la base, au fond, du partenariat, c'est les savoirs tirés des patients, tirés de l'expérience, ce qu'on appelle les savoirs expérientiels. Et puis, en quoi le partenariat peut aider à l'amélioration des pratiques de soins, et plus, on verra qu'il s'étend au-delà des pratiques de soins, mais peut aller jusqu'à l'organisation des soins, la formation, la recherche. Et puis, on va essayer de vous donner quelques illustrations du partenariat, en particulier en éducation thérapeutique, et puis quelques pistes pour démarrer un projet de partenariat. Et puis, à la fin, on verra la question de l'accompagnement à la mise en œuvre du partenariat. Slide suivante. C'est un peu lent, c'est ça? C'est un peu lent. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, Bon. alors, tu peux dérouler. Voilà, tout commence au fond par les savoirs expérientiels patients. Au fond, la personne qui vit avec une maladie chronique, le sujet en soins,
En fait, une étude de Coulter en 2011 a montré qu'un patient, en moyenne, ou son proche, passe entre 5 à 10 heures avec les professionnels de santé pour discuter des questions qui concernent la santé. Et puis, en parallèle, en même temps, lui et son entourage eh bien, prennent soin de sa vie avec la maladie jusqu'à 6 250 heures par an. Donc, on voit bien que l'enjeu de la discussion, c'est bien de montrer, au fond, que les patients, du fait même qu'ils vivent avec une pathologie, en fait, sont amenés à prendre des décisions de santé et que l'expérience de la vie avec la maladie leur amène à prendre des décisions de santé de manière très nombreuse en toute autonomie des professionnels de santé, sans que, j'allais dire, les professionnels de santé soient à leur côté. Slide suivante. Un des points essentiels, c'est qu'on peut essayer de caractériser au fond les savoirs patients en 3 points avec des termes sans aucun doute que vous connaissez, à la fois l'expérience patient, les savoirs expérientiels et les compétences, en noir, vert et jaune. Et on va aller un peu plus dans le détail de cette présentation. Eh bien, l'expérience patient, au fond, c'est le vécu de la maladie, mais c'est aussi le vécu, tout ce qui est autour des enjeux de la relation de soins, des soins eux-mêmes et de l'apprentissage, l'expérience de soins elle-même, et puis l'expérience des organisations. Ça amène les patients à avoir au fond des savoirs expérientiels qui sont dus justement sur l'organisation des soins, bon, savoir expérientiel qu'on peut dire de navigation dans le système de santé. Des savoirs expérientiels aussi qui sont au fait que, eh ben, ils deviennent sentinelles de leurs propres soins et qui sont en capacité de détecter, par exemple, dans le diabète, des signes précoces, j'ai un trou absolument épouvantable, des signes précoces de glycémie, de chute de glycémie, pour les hémophiles, des signes précoces de signes hémorragiques, etc. Ou alors des signes liés à, j'allais dire, la nécessité de prendre des médicaments, etc. Ils ont une connaissance des soins pour eux-mêmes qui commence à être importante du fait. Et puis il y a le vivre avec, évidemment, avec la pathologie. Le vivre avec, c'est des exemples comme savoir adapter son traitement dans les situations exceptionnelles, les déplacements, les vacances, maintenir une vie de famille et sociale, pour prendre que ces deux exemples. Et puis, évidemment, le savoir expérientiel lié au parcours. Alors, Gross et Gagnère, dans un article de 2017 qui est fameux, ont déterminé, au fond, on fait une typologie, au fond, de ces savoirs expérientiels. Les savoirs expérientiels implicites, c'est-à-dire ceux qu'on garde pour soi, c'est-à-dire tout simplement qu'on n'expose pas aux autres, mais qu'il y a un savoir personnel, implicite, parce qu'il n'est pas exprimé, mais qu'on a bien ce savoir expérientiel. Explicite, c'est quand on peut effectivement les caractériser, c'est quand on peut en parler à d'autres, et là, et qui peuvent être utiles justement à d'autres. Voilà. Et puis, les savoirs ensuite situés, c'est ceux qui sont travaillés justement au sein des associations, on y reviendra, au fond, dans lequel les savoirs expérientiels individuels sont confrontés à des savoirs collectifs et dans lequel, au fond, les patients sont, comment j'allais dire, comparent, analysent au fond leur propre savoir expérientiel individuel avec d'autres savoirs. Et puis ensuite, enfin, les savoirs experts, ceux de patients, au fond, qui cherchent à modifier, au fond, les pratiques de santé et qui sont engagés dans le système de santé. Donc, on voit bien qu'en termes de compétences, eh bien, c'est des compétences à la fois d'auto-soin et de soins qu'amènent ce style et expérience, savoir expérientiel, des compétences dites psychosociales, d'adaptation à fond à la maladie, et on le verra, qui sont utiles pour soi, mais pour autrui aussi, quand les patients s'engagent, par exemple, dans l'éducation thérapeutique pour accompagner d'autres patients, ou au système de santé, quand des patients s'engagent pour améliorer le système. Et on voit bien aussi que ces savoirs expérientiels amènent des compétences dans le domaine des soins, l'organisation des soins, la recherche et l'enseignement. Slide suivante. Alors, ces principes du partenariat, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés. Expertise, patient, expérience patient, patient expert, recueil de satisfaction, patient partenaire, partenariat patient, au fond, plein de questions autour de ces termes, peut-être qu'ils sont utilisés par les uns et les autres de manière différente, ou en tout cas, et c'est ça qu'on va essayer de décrire avec vous, et je passe la parole à Andrea.
Andrea, C'est de passer le slide et puis je vais prendre la parole. quel suspense absolument incroyable sur la suite. Euh, Et donc, du coup, dans ces principes de partenariat avec les patients, on voulait insister un petit peu sur le levier que ça représente dans la qualité et la sécurité des soins. Il faut juste que mon ordinateur veut bien suivre. Et donc, il y a une recommandation publiée par la HAS il y a quelques années maintenant qui montre, qui souligne vraiment le fait de soutenir et encourager l'engagement des usagers dans les secteurs donc social, médico-social et sanitaire. Et il parle de ce continuum de l'engagement patient qu'on a vu arriver sur l'écran. Donc, le patient qui est informé, le patient qui est consulté, le patient qui participe réellement et le patient qui est finalement partenaire. Et dans ces deux premières cas, on est dans un leadership qui va venir plus du professionnel de santé, du système de santé, de l'établissement. Et plus on arrive vers le patient qui est partenaire, plus on arrive dans un co-leadership où les deux s'engagent un peu plus au même niveau. Donc, sur ce continuum, on va voir que dans chaque projet ou situation, l'objectif est effectivement d'aller vers ce plus haut niveau d'engagement. Donc, de cibler un petit peu cette question de partenariat, même si on ne commence pas forcément là. Parfois, ça prend un peu de temps, un peu de ressources, un peu d'accompagnement pour arriver vers ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'on cherche à aller vers. Et donc, on va voir pour chaque type d'engagement, informer, consulter, le patient qui participe et le patient partenaire, on va trouver aussi cette question de satisfaction, le plus avancé, ou expérience patient. Voilà. Et donc, pour donner un exemple plus concret de cette cette satisfaction et engagement du patient à chaque niveau. Donc, on va prendre un exemple sur les besoins d'une équipe d'améliorer le parcours du patient lors de consultations obstétriques. Et donc, du coup, une patiente qui vient pour la première fois ou qui va aller vers les admissions, on lui remet un flyer d'information. Donc, du coup, on peut considérer que ce patient est informé de certaines choses qui vont se passer dans son parcours de consultation. Ensuite, dans le recueil de la satisfaction des patientes, on peut aussi faire une enquête qui est formalisée par l'équipe pour voir comment ça s'est passé, quel est le niveau de satisfaction, quel est le retour de cette patiente qui a passé dans ses consultations. Donc, le patient est consulté sur sa satisfaction et son parcours. Ensuite, on peut aller un peu plus loin et développer cette enquête par l'équipe avec une association de patients. Et donc, du coup, cette co-construction de l'enquête, on va être plus dans le patient qui participe. Donc, la participation directement des patients dans la mise en place du questionnaire de satisfaction. Et dernièrement, toujours dans la recueil de satisfaction des patientes, la constitution d'un groupe de travail avec une patiente partenaire, ressources, pour co-construire, co-analyser l'enquête auprès des patients et réfléchir ensemble sur l'amélioration du parcours. Et là, on peut parler effectivement vraiment du partenariat qui s'est mis en place où on va co-construire, co-analyser et voir ensemble comment faire avancer les choses. donc, on voit bien qu'à travers ces quatre exemples, c'est quatre manières différentes, au fond, de traiter un travail entre patients et professionnels de santé. Et évidemment, le partenariat est le plus haut degré d'engagement possible, mais on voit bien qu'il y a différentes étapes jusque-là.
qui vont de l'information, la consultation, la participation jusqu'au partenariat lui-même. Et merci Thomas. Et il y a certains d'entre vous qui connaissent sûrement le modèle de Montréal qui va montrer effectivement une évolution sur les dernières décennies où on a commencé avec un système plutôt paternaliste où le plan se formait et était donné au patient. Le patient était récipient, mais pas beaucoup plus, vers une approche centrée sur le patient où on va mettre le patient et ses besoins un peu plus au centre, mais il n'est pas forcément encore très engagé dans les codécisions, etc., vers du coup un système où on va travailler avec le patient, vraiment en partenariat avec le patient, où il va prendre une place tout autre dans son équipe et participer pleinement en tant que partenaire dans ses soins. Et donc, cet engagement est effectivement réciproque entre les patients et les professionnels de santé, avec les complémentarités des savoirs, les savoirs professionnels des professionnels de santé, les savoirs expérientiels des patients. Et là, on va encore dans les questions de co-leadership, de co-construction, de co-responsabilité dans ce cadre. Alors, cette slide, c'est une autre manière de présenter, au fond, cet enjeu, toujours des mêmes auteurs, qui dit, au fond, qui met en avant la reconnaissance envers des savoirs expérientiels, qui montre bien que l'enjeu du partenariat, c'est aussi la reconnaissance du rôle de soignant des patients, au fond, pour aider à l'amélioration, pour participer, j'allais dire, à la modification des comportements en santé. Puis le fait de la capacité, au fond, la reconnaissance de la capacité à prendre des décisions pour lui-même. Et c'est dans ce cadre-là que le patient devient membre de l'équipe de soins à part entière. Mais c'est la reconnaissance des savoirs, de ce rôle et des capacités à prendre des décisions pour lui-même qui fait que les patients intègrent au fond et peuvent être partie prenante et membre de l'équipe de soins à part entière. Donc, le patient partenaire, il met à profit des compétences, mobilisant ses savoirs expérientiels, issus de son expérience avec la maladie chronique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il le fait, comme on l'a pu le décrire, pour lui-même. Mais le partenariat, c'est aussi au service d'autrui. Et c'est là la modification évidemment importante, c'est que, au fond, il peut le faire pour ses pairs, pour des professionnels de santé et puis pour le système de santé, voire même toute la société. Et c'est ce travail-là, au fond, qui passe des patients, au fond, on est patients partenaires pour soi, comme pour les patients partenaires pour autrui, avec ses pairs, des professionnels ou système de santé. Ces deux angles, au fond, sont importants. Et donc, on voit que le partenariat se situe justement pour favoriser les conditions du partenariat de soins avec le patient, donc dans cette co-construction éco-leadership, pour améliorer la prise en soins individuelle et l'intégration sociale de la personne qui vit avec la maladie. Donc, on a des interventions, comme on a pu le voir, à différents niveaux. Un niveau micro, où la relation, où on est vraiment dans la relation individuelle de soins. Donc, je vis avec une maladie chronique, j'ai acquis des expertises pour faire mes propres soins, pour ma propre santé. Il y a cette intervention au niveau un peu plus méso dans l'organisation de la santé, dans l'enseignement et la recherche, donc une expertise pour un pair ou pour un professionnel de santé, comme Thomas vient de le dire. Et puis à ce niveau macro, où on va être plus sur l'engagement dans les organismes gouvernementaux responsables de l'élaboration politique et l'expertise pour l'évolution des politiques du système de santé. Donc, on peut être vraiment au niveau micro-individuel, au niveau méso sur les pairs ou d'autres acteurs dans le système, ou au niveau macro sur le système lui-même. Donc, on voulait faire une petite pause à ce stade-là et vous demander, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques à faire? Est-ce que vous avez des choses à partager
sur vos expériences de partenariat patient. Et pendant que les personnes peut-être cherchent des questions qu'ils peuvent soit en levant la main, soit poser dans le chat, ce que je te propose, Andrea, c'est peut-être que tu départages et que ce soit moi qui partage parce que je pense que j'ai plus d'espace, voilà, exactement, plus d'espace de mémoire. Comme ça, on est sûr qu'on va pouvoir, voilà, hop. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez des remarques ou des expériences à partager par rapport à ce qu'on a déjà partagé, n'hésitez pas d'écrire dans le chat ou de lever la main. Et puis, peut-être pour être plus précis, nous, on peut poser la question dans votre contexte, comment est-ce que la perspective patient a pu ou peut aider à résoudre un enjeu de santé ou un problème une problématique que vous avez eu dans votre service ou Alors, on a une première question. Tous les patients partenaires doivent-ils être validés après une formation? Bah, en fait, on va le voir, c'est une excellente question. On va le voir, tout dépend au fond de ce qui est demandé. En fait, on verra qu'il y a l'enjeu de, on l'a bien vu tout à l'heure, au fond, quand on a décrit les savoirs expérience, quand on décrit, vous savez, l'enjeu d'une consultation d'obstétrique et de voir l'analyse au fond de l'expérience patient. On voit bien que pour ce qui est, j'allais dire, de participer, par exemple, qui est le niveau consultation, pour participer au niveau de l'élaboration d'un questionnaire qui serait à donner aux patients, j'allais dire, une simple expérience de la consultation peut aider et peut suffire. Mais en revanche, s'il s'agit jusqu'à élaborer, à participer avec les professionnels de santé pour l'élaboration de ce questionnaire, au fond, avoir une expérience de la consultation d'obstétrique donne la perspective patient. En revanche, s'il s'agit de construire un réel travail autour de l'expérience patient, peut-être que là, il faut avoir un peu plus d'expérience autour des questions de qualité, sécurité des soins, et par exemple avoir une expérience en tant que représentant des usagers dans un établissement, avoir travaillé depuis quelque temps sur les enjeux de qualité, nécessitent justement, sont nécessaires pour pouvoir participer pleinement, être partenaire véritablement du travail. Ensuite, ça, c'était sur le premier point. Donc, dans l'éducation thérapeutique, si on souhaite intégrer le témoignage d'un patient, à l'occasion d'un programme d'éducation, d'une session éducative, un simple témoignage ne nécessite pas une formation en éducation thérapeutique. En revanche, si vous voulez que la personne co-anime les sessions d'éducation thérapeutique, il faut qu'elle soit formée aux 40 heures. Mais on pourrait multiplier, au fond, les cas comme ça où de principe, il n'y a pas besoin, j'allais dire, de diplôme, de formation, mais il y a des degrés parfois d'engagement qui nécessitent. Mais cette compétence, on le verra tout à l'heure, elle peut ressortir aussi de compétences que les professionnels, que les gens peuvent avoir dans leur propre métier. Dans le domaine, je ne sais pas moi, de la cuisine, on peut tout à fait imaginer s'il s'agit de transformer, par exemple, ou d'évaluer, j'allais dire, des repas qui peuvent être faits, dans l'animation associative, ou par exemple, pour rendre clair, par exemple, des décisions, pour rendre clair des messages, une formation en FALC, par exemple, facile à lire, à comprendre, peut être nécessaire pour rendre ça, etc., etc. Donc, comment apporter le modèle hospitalier du partenariat avec le milieu de l'entreprise en tant qu'infirmière d'entreprise, exemple d'infirmière hospitalière en ETP? Ah, c'était peut-être pour toi, ça, Andrea. Je pense que c'est une très bonne question. Effectivement, ça peut être super intéressant d'importer ce modèle et de souligner l'importance de la participation de toute façon des usagers dans tous les contextes. Je pense que c'est tout à fait valable. Je ne sais pas si j'ai une réponse comme ça, mais je pense que c'est tout à fait possible et ça mérite d'être questionné, d'être travaillé. Ça, c'est tout à fait quelque chose que pour le TP pourrait travailler éventuellement avec vous. Il faudrait mettre un peu les différents acteurs autour de la table, je crois, pour un minimum. Donc, les dirigeants de l'entreprise, les infirmiers d'entreprise, les usagers que vous voulez, les patients que vous voulez intégrer dans vos travaux. Mais je pense que c'est tout à fait possible de le faire.
Un exemple, par exemple, s'il s'agit par exemple et c'est un point que justement le pôle a travaillé, s'il s'agit par exemple d'essayer de définir le retour au travail après une période de maladie longue, eh ben, effectivement, c'est là où le partenariat patient peut être particulièrement utile en réunissant les ressources humaines des patients qui auraient connu des maladies longues et qui reviennent ensuite dans l'entreprise pour préparer justement dans leurs meilleures conditions le retour dans l'entreprise. Donc le partenariat est tout à fait possible, même dans les milieux d'entreprise. Alors comment argumenter la rémunération des patients partenaires en milieu hospitalier? Je vous invite à vous lier avec la récente recommandation du Conseil pour l'engagement des usagers, le CEU, de la Haute Autorité de Santé. Allez sur le site de la HAS qui justement prévoit des cas justement d'exemples, j'allais dire, de rémunération et d'arguments pour la rémunération des représentants des usagers, sachant que quelqu'un a dit que ben voilà, que quelqu'un il était devenu auto-entrepreneur pour satisfaire, voilà. Et puis, voilà. Donc, quelle différence entre patients, partenaires et représentants des usagers? Alors, c'est une très belle question aussi. Puis après, je vous propose qu'on passe à la suite, parce qu'on pourrait y revenir pour les autres. Mais représentants des usagers, il y a un cadre aujourd'hui légal qui vise au fond à défendre les droits des patients sur le plan individuel et puis collectif, la représentation au fond des usagers. Les patients partenaires et ces représentants des usagers sont issus d'associations agréées, associations de patients, de familles, de consommateurs, qui sont agréées par le système de santé pour représenter les usagers. Ils ont une fonction, j'allais dire, de défense des droits des usagers. Mais on voit bien qu'au fil du temps, en ayant travaillé sur les enjeux de qualité et sécurité des soins, qu'il y a eu des travaux de coopération entre patients et professionnels de santé avec des professionnels de santé, des experts de la qualité, qui ont eu lieu par des représentants des usagers. Les patients partenaires, ils ont un autre profil, ils viennent de la société civile, pas forcément issus du monde associatif, ils peuvent l'être. On est des exemples, hein, Andrea et moi, on vient de milieux associatifs, et eux, au fond, ils viennent apporter, dans le cadre qu'on a défini en introduction, au fond, leur expérience de soins. Ils ne sont pas forcément issus de milieux associatifs, mais ils peuvent participer, au fond, à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. C'est au fond un ajout supplémentaire et une possibilité pour les établissements de santé, pour les organisations sanitaires, au fond, de faire participer ceux qui bénéficient des soins et des organisations de soins pour essayer d'améliorer la qualité. Et justement, France Asso Santé a fait un très beau travail sur comment les RU et les patients partenaires peuvent travailler ensemble, et on vous mettra le lien justement pour pouvoir télécharger ce document qui est absolument passionnant. Je vous propose de passer à la suite parce qu'autrement, il est déjà 1935, n'importe quoi, 13h35, et pourquoi pas 1935?